Donc bienvenue à tous et désolé pour ce petit loupé au démarrage. Donc j'ai voulu introduire une petite approche par rapport à la cybersécurité et surtout la mise en place de la 27001 dans le secteur des soins, dans le secteur de la santé. Alors pourquoi? Parce que on le voit sur cette première partie, on va voir que très récemment on a eu des grosses difficultés, on va dire, sur le centre hospitalier de la Haute-Comté à Pontarlier et qui est paralysé là depuis quelques jours par une cyberattaque. Alors c'est pas le seul évidemment, mais les dernières informations qu'on a pu avoir sur cet élément-là, c'est que toutes les équipes reviennent au papier, au fax, pour gérer tous les dossiers médicaux et et pour assurer les soins directement des patients. Donc là, on repart 20 ans en arrière, au cœur d'un service de soins moderne, évidemment. Donc, avec quelques difficultés liées à ce qui se passe dans la continuité des activités, et qui va évidemment pousser le centre hospitalier à réorganiser ses services pour justement répondre et résister, soit d'une part à l'attaque, on l'a vu, en tout cas si vous avez pu le voir dans la presse, qui a pu être isolé et qui ne se propage plus, mais avec une activité qui est largement dégradée et avec donc une communication qui a été organisée par rapport à cet incident-là, et on va voir comment la 27001 peut nous aider là-dessus, a pu aider le centre hospitalier de Pontarlier et aurait pu aider n'importe quel système dans la gestion de l'incident, la gestion de crise là-dessus. Avec aussi un mois plus tôt, 3 agences régionales de santé, donc dans les Hauts-de-France, Normandie et Pays de la Loire, qui elles aussi ont communiqué sur sur les différentes attaques. Ces différentes attaques qui, d'après les premiers éléments, normalement n'auront pas pu exfiltrer de données patients, en tout cas avec des données médicales. Malgré tout, il y a eu de l'usurpation d'identité, il y a eu des données exfiltrées, donc là plutôt associées à des données personnelles, mais avec des noms, prénoms et des agents qui travaillent directement dans ces agences régionales. Et bien entendu des services perturbés et plutôt liés aux agences régionales de santé et un peu moins au centre hospitalier. Malgré tout, on a identifié sur l'année entre 2024 et 2025, donc là on n'a pas encore terminé la 2025, mais 30 établissements de santé qui ont été touchés, qui le seront, il y en aura encore malheureusement quelques autres, mais qui ont été touchés par des activités de ransomware, de phishing, de paralysie du système ou de tentatives. Là, sur les tentatives, on est bien au-delà des 30 établissements de santé, mais on sait que actuellement, la France particulièrement, à cause d'un contexte géopolitique depuis 3 ou 4 ans, est la cible de pirates informatiques qui sont identifiés. L'ANSSI en a identifié certains sur lesquels je ne reviendrai pas forcément ici parce que c'est pas le but du webinaire non plus. Mais sachez que vous pouvez aller consulter sur l'ANSSI directement pour voir un état de l'art de la menace et un état de l'art de ce qui se passe actuellement et comprendre peut-être les menaces qui pèsent au niveau géopolitique et surtout du coup plus cyber au niveau de la France et plus spécialement sur des secteurs hautement critiques comme les OIV, donc les organismes d'intérêt vitaux, dont les centres hospitaliers font partie. Et bien entendu, ces centres hospitaliers, mais aussi le secteur de la santé beaucoup plus large, ça cause quoi et ça crée quoi? Des systèmes informatiques paralysés, évidemment, puisque quand on va rançonner ou quand on va mettre en place des charges qui visent à paralyser les systèmes, l'impact, évidemment, c'est la paralysie du système, potentiellement la perte de données aussi. Et on le verra avec la 27001, on cherchera en tout cas à protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et donc ces différentes activités d'acteurs malveillants vise soit à toucher la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et donc on se retrouve aussi avec des données administratives et parfois médicales compromises. Et si pour ceux en tout cas qui ont l'habitude de travailler dans les hôpitaux, on se retrouve face à une difficulté de suivre les patients, suivre pour savoir quels sont les soins qui ont été administrés, quels sont ceux qui devront être administrés dans 15 minutes, dans 1 heure, dans 3 jours, et surtout faire le suivi au jour le jour, à l'heure près, de ces éléments-là.
On parlera évidemment dans les systèmes informatiques paralysés aussi, des systèmes hautement critiques liés à l'électricité. Et quand on imagine bien les services de soins intensifs ou dans d'autres services qui ont absolument besoin de l'électricité, ces systèmes informatiques peuvent aussi conduire, avec des actions de bord ou des effets de bord, à une paralysie aussi de l'électricité, de l'actif de type électricité, ou alors l'inverse, l'actif type électricité qui va paralyser tous les systèmes informatiques si on perdait justement cet actif-là. Annulation, dans une moindre mesure, annulation d'intervention et retard de soins par rapport à la possibilité, en tout cas, de maintenir le système. L'annulation et le retard des soins sera évidemment vu comme quelque chose de secondaire, voire tertiaire, et qu'il ne faudrait pas absolument traiter en priorité. Ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, c'est la quatrième point, un stress accru pour les équipes, inquiétude des patients, inquiétude même donc des équipes à l'intérieur ou à l'externe, et pourquoi pas aussi au plus haut de l'État ou des parties prenantes qui vont se dire que potentiellement les données euh, peuvent être récupérées, peuvent être exploitées, revendues, et surtout notre activité qui est arrêtée. Et pourquoi ça pose problème? Parce qu'un centre hospitalier ou dans le secteur de la santé, ça ne peut pas s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on parle de système hautement critique, et c'est un enjeu vital qu'il faut absolument cadrer. Alors pourquoi la santé est-elle une cible privilégiée? Parce que les infrastructures, on le sait, mais ça vaut aussi pour beaucoup d'infrastructures en France, elles sont vieillissantes, elles sont sous-financées, malgré les efforts quand même qui ont été mis en avant ces dernières années par les différents gouvernements. Et on a aussi la multiplicité des acteurs, avec des hôpitaux, des ARS, des grades, des prestataires qui aussi intègrent les systèmes et qui sont à l'intérieur des systèmes, qui ont des exigences différentes, qui ont donc des besoins différents. Et donc il faut essayer de comprendre comment tout ça va s'imbriquer. Et plus il y aura d'imbrication dans les différents systèmes, et donc on parlera de systèmes d'information hospitaliers, les SIH, plus il va y avoir potentiellement, en tout cas, d'impact sur ces éléments-là. Et donc, on le verra un peu plus tard, surtout dans la gestion des risques, que l'humain est au cœur du système. Alors, il est bien évidemment et souvent défini comme celui qui porte la responsabilité ou qui est la vulnérabilité, ou en tout cas l'humain qui porte les vulnérabilités qui sont exploitées dans les systèmes. Malgré tout, cet humain-là, pourquoi il est vulnérable? C'est aussi parce il intervient en fait sur tous les autres systèmes des hôpitaux et des différents secteurs. Et évidemment que le secteur de la santé est intéressant parce que les valeurs qui sont à l'intérieur, qui sont possédées, sont très intéressantes. Et le dark web et les acteurs qui habitent, on va dire, ou qui s'échangent les données ou qui communiquent sur ces données piratées, euh, considèrent que ces éléments-là, ces données de santé, sont absolument à préserver et donc ont une forte valeur dans la revente et pourquoi pas dans la recherche d'acheteurs potentiels pour récupérer ces données-là sur tout ce qui touche, on va dire, le secteur de la santé. Et bien entendu, l'hôpital, comme je l'ai expliqué, l'hôpital, mais tout le système aussi de santé ne peut pas s'arrêter. On peut pas arrêter un hôpital, on peut pas arrêter la prise en charge des patients, on peut la dégrader, on peut la reporter sur d'autres groupements hospitaliers, par exemple, ou d'autres hôpitaux, mais il y a que le mode dégradé qui est acceptable et qui est accepté. Donc il faut absolument maintenir ces éléments-là au mieux en tout cas, et ne pas accepter que ça puisse s'arrêter. Et donc il y a un constat, c'est que on n'est pas et malgré les efforts qui ont été concédés ces dernières années, le secteur de la santé reste l'un des plus vulnérables. Et donc la question n'est plus de savoir si une attaque surviendra, mais comment s'y préparer et y résister, et aussi comment la détecter. Ce sera aussi une partie qui sera importante dans votre futur système, votre futur du coup SMSI. Et donc pour ce faire, on a évidemment plusieurs approches qui sont possibles. Et parmi ces approches, on a ici l'ISO 27001 qui
essaie en tout cas d'apporter une approche qui est plutôt structurée, mesurable et continue, et qui vise à monter un système pour identifier les éléments qui sont à protéger et surtout lister un ensemble de mesures que l'on va pouvoir mettre en place. Et ces mesures, si elles sont mises en place, si elles sont managées, si elles sont revues et améliorées, normalement, on va réussir à identifier et à se protéger contre 95% des menaces et des actions menaçantes. Alors, c'est un peu comme n'importe quel système. C'est pas parce que vous allez être ISO 27001 et certifié ISO 27001 que vous serez absolument protégé contre toutes les attaques. C'est plutôt un peu ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est que si vous ne souhaitez pas attraper le Covid, et notre objectif, l'objectif du gouvernement était de ne pas engorger les hôpitaux, donc le gouvernement nous a dit protégez-vous, restez chez vous, portez un masque, lavez-vous les mains, évitez le contact avec d'autres personnes. L'objectif était de protéger 95% de la population. Et il y a les 5% qui se sont retrouvés dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, les services d'urgence, pour une prise en charge. Eh bien, l'ISO 27001, il a sa vocation, cette même vocation-là, de mettre en place un système qui ne garantira pas, évidemment, de ne pas subir des attaques, mais de se dire, normalement, je vais résister à 95% des attaques parce que j'aurai un système structuré avec des personnes qui seront formées, avec des mesures qui seront bien identifiées pour permettre, du coup, la réalisation, la protection et de protéger la sécurité de l'information. Et protéger la sécurité de l'information pour l'ISO 27001, c'est protéger le C, le I et le D, donc confidentialité, intégrité et disponibilité. Donc là, l'objectif, c'est de passer surtout à l'anticipation, être plutôt dans la proaction plutôt que dans la réaction. Prévenir tout ce qui pourrait se produire parce qu'on va connaître notre environnement pour ensuite se protéger contre justement cet environnement-là. Et donc, on va voir ensemble les différentes étapes que je peux présenter quand je suis en formation et quand je forme sur l'ISO 27001, avec une compréhension de la norme. Alors, je vais essayer de la rendre la plus simple et la plus facile et la plus digeste possible pour ceux qui ont déjà pu lire ou tenter de lire la norme. On peut se retrouver face à un dictionnaire et un enchaînement d'articles qui sont pas forcément aisés, qui manquent un peu d'opérationnalité, d'opérationnel, et donc on va essayer de voir deux approches qui ne sont pas l'une ou l'autre, mais c'est plutôt une première approche que je vais appeler documentaire, où on va poser les bases et qui va s'enchaîner avec une deuxième approche qui sera sur les risques. Et donc, je vous ai préparé une petite présentation là-dessus, liée à ce travail, d'une part documentaire et ensuite travail par les risques. Hop là. On va basculer ici. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Et donc dans cette première partie, on a, vous devez, encore une fois, si vous avez parcouru la 27001, il y a l'article 4 de l'établissement du contexte. Le contexte, pourquoi l'article 4 ? Ça pose les fondations du SMSI. Et l'objectif, c'est avant de parler des mesures ou des risques, il faut évidemment comprendre où on agit, sur quoi on agit, et donc qui est l'organisation, ses enjeux, mes propres besoins et les besoins des parties prenantes qui gravitent autour de moi. Et finalement, ma 27001, quel est le périmètre que je vais vouloir déclarer ? Et donc, on arrive rapidement sur le 4.1, besoins et attentes de mon propre système. Et dans la santé, au sens large, bien entendu, on pourrait l'appliquer aussi au nucléaire, on pourrait l'appliquer à la mise à disposition de ressources en termes de réseau, d'internet ou de mobilité. Dans la santé, ça signifie identifier nos facteurs internes et externes. Et donc, par exemple, interne, c'est la taille de mon établissement, ma maturité numérique, la dépendance que j'ai au SIH, donc au système d'information hospitalier, les ressources humaines dont je dispose, la culture du soin, tout un état d'esprit interne qui définit finalement mon système, mon besoin. On a donc ça, c'est l'interne. On a aussi l'externe, et donc des obligations réglementaires. Alors on le reverra, les obligations réglementaires dans le 4.2. Mais avant tout, j'ai besoin de respecter quand même, j'ai des relations avec les ARS, les agences régionales de santé, j'ai des contraintes budgétaires, j'ai potentiellement des pressions médiatiques, j'ai tout un ensemble qui vient constituer mon système qu'il faut absolument que je respecte.
Et donc, on peut imaginer un CHU avec un plateau technique numérique complet, avec donc avec des dossiers médicaux personnalisés et des patients, de la télémédecine, et qui a évidemment pas les mêmes besoins, qui n'a pas les mêmes risques, ni les mêmes priorités qu'un autre établissement qui ferait du SSR, du soin de suite et de réadaptation. Et donc, on va identifier nos propres besoins véritables par rapport à notre structure. On arrive sur le 4.2 qui est comprendre les besoins et les attentes de mes parties prenantes ou parties intéressées. C'est tous ceux qui gravitent encore une fois autour de moi. Et donc là-dedans, je vais y retrouver quoi? Des patients, je vais retrouver donc des patients et aussi des associations de patients, des professionnels de santé. Je vais y retrouver aussi la direction des systèmes numériques ou tout ce qui touche en tout cas à l'organisation de nos systèmes, les directions hospitalières. Je vais y retrouver aussi l'ARS, je vais retrouver la CNIL, des prestataires, des fournisseurs cloud ou d'autres fournisseurs. Tout ça, on va essayer d'identifier quels sont eux leurs besoins et comment moi je vais répondre à leurs besoins grâce à mon SMSI. Mais comme j'aurais échangé avec eux, j'aurais créé peut-être aussi des contrats. Donc tout ce qui est contractuel, légal et tout ce qui gravite autour de ça, je vais devoir le garantir et l'intégrer dans mon périmètre. Je n'ai pas encore parlé de périmètre, on y arrive en 4.3. Et donc, par exemple, pour le 4.2, une ARS attend un niveau de conformité et de transparence, par exemple. Alors que dans les parties prenantes, on peut identifier un médecin qui, lui, sur les outils qu'il utilise, il attend une disponibilité sans faille. Et donc, l'objectif là-dedans, c'est de comprendre qui a besoin de quoi et d'essayer, c'est pas facile, d'équilibrer la conformité, donc qui pourrait être prônée par l'ARS et ou l'ANSSI par exemple, avec la continuité des soins, avec tous ceux qui gravitent justement autour de notre système. On arrive ensuite sur le 4.3. Donc, quand on a bien identifié le 4.1, mes propres besoins, comment je fais pour que mon système tourne, tout simplement, et le 4.2, tous ceux qui gravitent autour de moi avec les besoins, leurs attentes, les volontés, les obligations de chacune des parties prenantes, je vais pouvoir définir un périmètre. Le périmètre qui devra être absolument clair, réaliste et pourquoi pas évolutif. On dit en général que ce périmètre, quand vous êtes en train de monter le SMSI, il peut être tout petit, il peut être restreint, histoire de bien comprendre là où vous voulez aller et comprendre tous les éléments de la norme que l'on va voir ensemble, puis l'élargir petit à petit. Donc on peut démarrer petit. Un hôpital, juste un petit hôpital du groupement, ou la DSI mutualisée, ou une activité critique, par exemple juste sur la messagerie, juste sur le DPI, le dossier patient informatisé, et ensuite élargir aux autres activités. Et donc, on pourrait se retrouver face à un GHT, donc un groupement hospitalier territoire, qui choisit d'inclure uniquement un socle d'hébergement HDS, donc l'hébergement de données de santé, dans son SMSI pour la première année. Et ensuite, pouvoir élargir potentiellement aux différentes activités qui gravitent autour du système. Mais il n'y a pas d'obligation absolument tout de suite de définir un gros système et un gros périmètre. Justement, d'avoir un périmètre restreint va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite dans la création de vos documentations et aussi dans la formation, la sensibilisation des personnes qui sont tout autour de votre système. Et pour clôturer cet élément 4, cet article 4, on se retrouve face au SMSI. Alors, SMSI, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Quand vous lisez la norme vous dit 4.4, le système managé de la sécurité ou du système d'information. Super, on a tout dit, on n'a rien dit. En fait, l'objectif, c'est de mettre en place un système de management. C'est pas juste cocher des cases. C'est pas non plus documenter. Pas que. En fait, c'est de créer un cadre où la sécurité devient un réflexe organisationnel. Et il faut considérer que tous les articles que l'on va voir ensemble, du 4.1, 2, 3, 4 et plus tous les autres que l'on va voir, en fait, c'est quelque chose qui va s'améliorer continuellement. Et donc, dans vos processus, il faut que ces process s'améliorent. Les politiques, il faut qu'elles soient revues constamment. Les indicateurs, il faudra qu'ils soient revus et les ressources qui sont mises à disposition aussi. En fait, le 4.4 dit bien que c'est quelque chose qui intègre, mais qui ne donne plus véritablement, en tout cas la norme dans la version 2022 ne parle plus de PDCA, de Plan, Do, Check, Act, vous savez, une roue d'amélioration continue, mais c'est toujours
tout de même à l'intérieur de la volonté de la 27001 et surtout de la grande famille de la 27001. De la 27 000. Donc une fois qu'on a établi notre contexte, on va pouvoir passer à l'article 5 qui nous parle de leadership. Et donc leadership, c'est est-ce que je vais avoir un soutien de la direction, parce que sinon, bah, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours espérer, vous pouvez toujours faire des incantations, la sécurité n'avancera jamais. Et donc dans la santé, bah, le leadership doit venir du top management, soit de la direction d'établissement ou les directeurs d'établissement, des commissions médicales d'établissement, de la DSI, du RSSI, et même encore plus opérationnellement, de l'encadrement des soins, voire des agents directement des soins. Mais en fait, l'objectif dans l'article 5, c'est de dire, est-ce qu'à tous les niveaux, à toutes les strates de notre SMSI, est-ce qu'il y a bien une bonne compréhension de la culture de la cybersécurité et de la culture et de la priorisation, surtout, que l'on veut intégrer là-dedans. Et plus précisément, le 5.1, on prend en compte les dirigeants. Et donc, les dirigeants qui, au sens large, vont porter la vision de la sécurité et vont expliquer pourquoi on agit, ce qu'on veut protéger absolument et comment on va le protéger. Et donc, intégrer la notion d'allouer des ressources en termes de temps, de budget, de personnel. Donc, un engagement véritable, un véritable sponsor. Je soutiens le projet. Et par exemple, on pourrait retrouver aussi, et on va le voir un peu plus tard, que pendant les revues de direction, justement, il y a bien un engagement de la direction, un soutien de la direction, disant bah, il y a des besoins, moi je suis là, il y a des ressources qui sont un peu manquantes, nous sommes là, nous allons répondre à ces besoins. Et donc un exemple, un petit exemple concret, hein, un directeur d'un CHU qui intégrerait un point cybersécurité dans chaque copil stratégique, donc les comités de pilotage. Et du coup, ou alors on pourrait aussi intégrer le security by design et by default. Dès qu'il y a un nouveau projet, eh ben il y a l'intégration de la sécurité dès la conception et pas après un incident et pas après juste l'analyse de risque, mais directement dès la construction du projet. Et si vous réussissez à faire ça, alors vous réussissez à garantir que le 5.1 globalement est plutôt bien couvert. On retrouve aussi les engagements du 5.1 dans la PSSI, donc la politique de sécurité du système d'information, que l'on retrouve ici dans le 5.2. 5.2, la norme vous parle de politique, sans S. Moi, j'aime bien en ajouter un. Pourquoi ? Parce que dans la politique, en fait, dans la PSSI, on va retrouver, c'est une politique de haut niveau, spécifique quand même à la sécurité de l'information, mais qui est très haut dans la hiérarchie. Et vous allez ensuite y inclure à l'intérieur d'autres politiques qui viennent soutenir cette haute politique. Et on va y intégrer aussi des process, des procédures. Et l'objectif là-dedans, dans la création de cette politique, mais aussi de toutes les autres politiques connexes, c'est de créer une documentation sur laquelle tout le monde va pouvoir se baser et de définir surtout le cap, de savoir voilà comment c'est structuré, voilà ça ce que je fais, est-ce que la sécurité pour moi elle est importante et comment je vais structurer ma sécurité. Et dans la plupart des groupements hospitaliers ou directement des centres hospitaliers, vous allez retrouver cette PSSI qui est communiquée à l'externe, qui est communiqué, qui est diffusé, qui est public, et vous allez pouvoir retrouver les éléments à l'intérieur de cette PSSI. Alors évidemment, les process, les procédures, vous n'allez pas les retrouver, parce que c'est justement ça le cœur du système, mais vous allez pouvoir comprendre comment est structuré leur SMSI et comment on va pouvoir garantir la sécurité sur votre système. Et donc à l'intérieur, bah déjà là, il y a un gros boulot hein, pour réussir à définir tous ces process, les procédures, et les process qui seront ensuite soutenus directement par des logs, par des enregistrements. Donc là, on est très vocabulaire de la norme, des enregistrements qui viennent soutenir des process et des procédures, qui viennent eux soutenir normalement une politique de sécurité. Et tout l'ensemble de politiques de sécurité viennent nourrir la PSSI. Donc là, c'est bien d'avoir cet aspect documentaire. C'est bien d'avoir créé cet aspect documentaire, mais encore faut-il, dans le 5.3, avoir défini les rôles, responsabilités et autorités au sein du SMSI. C'est surtout de clarifier le qui fait quoi, parce que sans ça, bah, la sécurité, c'est un peu l'affaire de tous, mais en fait l'affaire de pas grand monde non plus, ou
ou en termes de responsabilité, on pourrait se dire, bah, comme c'était pas défini, je pensais que lui allait le faire, elle allait le faire, et ainsi de suite. Et bien là-dedans, il faut une prise en compte alors on parle en général d'une matrice RACI qui intègre qui est responsable d'effectuer une tâche, donc ça c'est pour le R, le A qui est l'approbateur, l'accountable en anglais, qui est l'approbateur, celui qui va valider que la tâche elle est bien réalisée. Puis, qui sont ceux qui sont consultés dans le cadre de cette tâche-là, puis ceux qui sont informés que la tâche a bien été effectuée et que on a avancé dans la mise en place du SMSI. Et même, au-delà, qui est responsable de cette tâche d'effectuer l'analyse de risque, qui doit piloter le PTR, le plan de traitement des risques, qui doit effectuer les revues de direction. En fait, vous définissez véritablement, grâce à l'article 5, une haute direction qui dit « moi j'ai les pleins pouvoirs et je vais vous prouver que je soutiens bien votre établissement du contexte », l'article 4, puis grâce à quoi on va pouvoir résister ou structurer tout ça grâce au 5.2, aux différentes politiques, aux process, aux procédures. Et en plus, derrière le 5.3, j'ai des personnes, des fonctions qui sont responsables de tels éléments. Et tout ça, ça va aider à structurer votre SMSI. On a vu l'article 4, l'article 5. On va basculer directement à l'article 7. Alors, n'y voyez pas d'oubli de ma part sur l'article 6. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il fait pas pour moi partie de la première partie du travail documentaire que l'on voit ensemble. Et cet article 7, c'est quoi? C'est pas le tout d'avoir voulu mettre en place un SMSI avec je sais exactement ce que j'ai à protéger avec l'établissement du contexte, je sais que j'ai créé un ensemble documentaire et des rôles et responsabilités. Il me faut en fait des personnes, mais pas que des personnes. Il me faut des ressources qui soient suffisantes et que l'on voit ici en termes de ressources humaines, techniques, financières, organisationnelles, tout ça, un ensemble de personnes. Imaginez, j'en parle souvent en formation, imaginez que vous souhaitiez démarrer une boulangerie demain et qu'on vous dise, voilà, tu as la possibilité de prendre 10 personnes. Est-ce qu'on va prendre 10 boulangers? Non, pas forcément. En tout cas, on va identifier au début, il me faudra des boulangers, il me faudra des personnes qui vont vendre le pain, il me faut des machines à pain, il me faut un local, il me faut un ensemble de ressources et il me faut aussi une organisation. Et là-dedans, l'objectif, c'est de définir ce dont on a besoin. Alors ça tombe bien, parce que dans les GHT ou dans les CHU ou dans les CH, on a déjà cet ensemble ce nombre de personnes, voire des budgets qui sont déjà alloués. Mais on va voir que on va avoir besoin d'améliorer continuellement la connaissance de nos différentes ressources pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles choses à apporter. Donc, retenez bien sur ce principe de ressources, on n'est pas que sur des ressources financières, on est sur des ressources humaines, techniques, financières, évidemment, temporelles, organisationnelles. Parce que pour monter un SMSI, il faut aussi du temps. Pour le soutenir, il faut aussi du temps. Il faut des compétences. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive au 7.2 en termes de compétences. Et là, l'objectif là-dedans, c'est de se dire que le SMSI, il repose sur des professionnels qualifiés. Et donc cet article 7.2, il vise surtout ceux qui conçoivent, qui maintiennent, qui font vivre la sécurité du système d'information. Donc on ne parle pas de tous ceux qui subissent le système. C'est plutôt tous ceux qui sont là et que vous avez identifiés en 5.3 comme étant au cœur du système. Et donc, on parlera donc de la DSI, certes, mais surtout tous ceux qui gravitent autour du RSSI. Et donc, les adjoints au RSSI, ou le CISO, pour ceux qui ont plus l'habitude de la terminologie anglaise. Et l'objectif donc de ce 7.2, c'est de se dire, OK, j'avais 10 personnes dans ma boulangerie, est-ce que je vais avoir besoin de 10 boulangers? Ou alors, en termes de compétences, je vais avoir besoin de 1 ou 2 boulangers, et le reste, ça va être des vendeurs et ceux qui vont nettoyer aussi à la fin ou toute la journée ma vitrine pour que on respecte bien les engagements qu'on a pris en 4.2 avec nos parties prenantes, c'est-à-dire nos clients qui viennent nous chercher du pain. Eh bien, pour notre SMSI, c'est la même chose. Et donc là, on va former. Dans le 7.2, on parle de formation et non pas de sensibilisation. On va former nos équipes, et donc la norme nous dit, quand vous allez recruter, vous devez vérifier que ces personnes-là soient compétentes, donc qu'ils aient eu, par exemple, une formation initiale, mais vous allez aussi pouvoir former en continu en termes de cybersécurité pour qu'ils montent en compétences. Et donc, vous allez les former sur la 27001, vous allez les former peut-être techniquement
sur des outils que vous utilisez dans le système, des techniques, par exemple, si vous mettez en place un bastion, vous mettez en place un SOC, un SIEM, un SOR, enfin exactement tout ce que vous avez identifié dans votre système. Il faut que ceux qui gravitent autour soient compétents. Au-delà de cette compétence, donc tous ceux il faut avoir cartographié évidemment les besoins en compétences, et derrière il faudra avoir mis du coup des ressources supplémentaires, donc financières, pour les former. Donc j'ai parlé de 27001, de 27005, donc la gestion des risques. Pourquoi pas la 22301, donc la continuité des activités, donc le PCA et le PRA qui est aussi associé, plus un ensemble d'autres normes ou d'autres technologies que vous pourriez qui seraient nécessaires à votre SMSI. Et on arrive sur l'aspect sensibilisation, le 7.3. Et donc là, il s'agit plus de former, il faut ancrer les bons réflexes. Et donc l'objectif là, on ne parle plus véritablement de ceux qui sont dans la SSI, dans la sécurité du système d'information, mais tous les autres, c'est-à-dire ceux qui sont en R&D, ceux qui sont directement face aux clients. Quand je prends le service, le secteur hospitalier, les infirmiers, les infirmières, les médecins, tout cela ou tous ceux qui sont à gérer peut-être la facturation ou gérer la prise en charge des patients, mais de manière administrative. Tout cela, tous ceux qui gravitent autour de votre système d'information, qui comprennent pas véritablement pourquoi vous leur prenez la tête en mettant trop des mots de passe et que les mots de passe doivent être sécurisés et qui doivent être changés suivant une politique de sécurité des mots de passe. Tous ceux qui subissent la sécurité sans forcément la comprendre, cela va falloir les sensibiliser. Et donc, on parlera, mais de manière très basique, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez placer des affiches, mais on parlera aussi ça sur la communication, mais des entraînements, du e-learning sur est-ce que je dois cliquer sur une pièce jointe, est-ce que je dois accepter de partager certaines informations auprès des gens qui sont extérieurs au service. Et donc, les soignants et tous ceux qui gravitent autour des soignants deviennent acteurs de la sécurité et évidemment pas victimes de procédures. Et la difficulté là-dedans, c'est de réussir à faire en sorte que il y ait une adhésion là-dessus. Et comment adhérer ou comment faciliter cette adhésion, c'est le 7.4 justement qui nous en parle, c'est la communication qui doit être claire et structurée et dire qui doit informer de quoi et qui informe qui, à quel moment, sur quel sujet. Est-ce qu'on doit communiquer quand on a mis en place une nouvelle mesure, quand on a mis en place une nouvelle règle de sécurité? Qui doit s'occuper de ça? On l'aura défini dans le rôle, responsabilité et autorité au sein du SMSI. Et par exemple, comment on doit communiquer autour d'un incident de sécurité? Et donc, qui le fait? Est-ce que c'est le RSSI? Est-ce que c'est le responsable de la communication du CHU ou du GHT qui, comme il sait qu'il a ça dans ses prérogatives, il va communiquer. Et ce qui va souvent de pair avec la communication, et ce qui pose souvent problème aussi quand on n'est pas habitué à la norme, c'est la documentation. Et donc là, la 27001 ne rigole pas là-dessus, puisqu'elle exige de maîtriser la documentation, des procédures, des registres, des politiques, des rapports d'audit. Tout ça, évidemment, l'objectif, c'est pas d'accumuler les PDF, d'accumuler des documents Word, c'est plutôt de garantir une cohérence dans le système et d'assurer et de garantir, oui, une bonne maîtrise de la traçabilité. Et donc, traçabilité de quoi? Qu'on a bien défini notre contexte, qu'on a bien dans notre 5.2 des politiques, des process et des procédures, et qu'on a aussi identifié nos ressources, nos compétences, que la sensibilisation est bien faite. En fait, c'est pour rassurer ceux qui sont dans le SMSI, rassurer les organismes de certification qui vont venir certifier la 27001 et aussi rassurer votre système et qu'en cas d'incident, en cas de besoin, on puisse s'appuyer sur de la documentation. Et donc, en fait, ce principe de 4, 5 et 7, ces différents principes, c'est ce que j'appelle la première roue qui est plutôt orientée sur la documentation. Et une fois qu'on a passé cette première roue, et qui correspond en général au premier et qui correspond à la première partie de l'audit quand vous allez vous faire auditer sur la 27001, quand votre SMSI sera prêt, en fait, on vous demandera de fournir les différents éléments du 4, 5 et 7, plus quelques autres éléments, mais c'est pas le sujet forcément de ce webinaire.
Et une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver dans la lecture de la norme avec un deuxième travail, une deuxième approche qui est complémentaire, hein, elle est obligatoire aussi, qui est plutôt une vision par le côté opérationnel, par les risques. Et donc là, on va reprendre notre article 6 que j'avais laissé de côté tout à l'heure. Et cet article 6, lié à l'article 8, donc l'article 6, planification, et l'article 8, fonctionnement. Alors là, on est sur juste un petit webinaire très rapide, donc j'ai pas le temps de rentrer véritablement dans le détail. Mais ce que vous devez retenir, ce que vous devriez retenir, c'est que cet article 6 et 8, si on les comprend véritablement dans la norme, en fait, c'est la 27005 qui vient répondre à ce besoin ici. Et cette 27005, elle nous dit quoi? C'est pas une exigence normative. C'est juste, vous devez gérer vos risques à l'intérieur de votre SMSI. Et ça, c'est l'article 6 et 8 qui nous le disent. Surtout l'article 6. L'article 8 vient du côté opérationnel. Mais on nous dit, il faut absolument gérer vos risques. Et comment les gérer? Vous avez pas mal de frameworks qui vous permettent cette gestion des risques. Et nous, on va se focaliser ici sur la 27005. La 27005 dans sa version 2022, qui est aussi qui a été mis à jour aussi avec la 27001 en même temps, nous dit, pour réaliser votre analyse de risque, pour bien gérer vos risques, manager vos risques, vous devez au minimum, vous devez établir votre contexte de votre analyse de risque, qui peut être différent de la 27001. Vous devez ensuite passer par une phase d'appréciation des risques. Et à l'intérieur de la phase d'appréciation des risques, on va identifier nos risques, les analyser, les évaluer, c'est-à-dire est-ce que pour moi c'est risqué, ça ne l'est pas, et enfin les traiter, donc avec un plan de traitement des risques. Et quand on parle de 27005, quand on parle de gestion des risques, on parle assez souvent, et en France en tout cas, de EBIOS RM, Risk Manager. Donc EBIOS, qui est une méthodologie qui est prônée par l'ANSSI, donc qui est le plus haut gendarme et qui protège les systèmes d'information en France, et par le club EBIOS. Donc il y a eu une création commune entre le club EBIOS et l'ANSSI, et donc on doit en être à la 5e ou 6e itération de EBIOS, et donc la dernière version qui était sortie en 2018-2019 avec des améliorations et qui peuvent vous permettre aussi de couvrir les besoins de l'article 6 et 8. Et une fois que ces besoins-là sont couverts, à travers la 27005 ou à travers une méthodologie, donc EBIOS RM par exemple, vous allez vous retrouver avec des livrables. Et le livrable de l'analyse de risque, c'est évidemment un PTR, un plan de traitement des risques, donc l'acronyme de plan de traitement des risques. Et à l'intérieur, vous allez avoir une liste donc des mesures que vous allez vouloir mettre en place pour manager du coup vos risques que vous avez décidé dans votre traitement. Je vais pas discuter là maintenant de l'enchaînement et de comment on en arrive au PTR. Ça pourrait être l'objet d'un futur webinaire, pourquoi pas. Mais donc on arrive au PTR, donc un plan de traitement des risques. On a identifié des risques, on a identifié des nouvelles mesures que l'on va mettre en place pour réduire peut-être la vraisemblance, la gravité ou les deux, et peut-être d'autres options de traitement des risques. Mais c'est-à-dire que je viens d'évoquer le principe de mesure de sécurité. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de notre gestion des risques, on va avoir donc je reviens plutôt. Donc, un ensemble de mesures que l'on va vouloir mettre en place. Donc ça, c'est bien, parce que une fois qu'on a fait la gestion des risques, on a un PTR. Ce PTR-là, vous pouvez le refiler à un RSSI qui va devoir, du coup, piloter la mise en place de ces mesures. Super. En plus de ça, on va pouvoir s'aider de cette 27005, donc la gestion des risques. Pourquoi? Parce que quand on a identifié nos risques, on a identifié nos activités qui sont les plus importantes, et donc on va pouvoir refiler aussi ce travail-là à la personne qui s'occupe d'implémenter la continuité des activités. Puisque dans le PCA, dans le PTR, on vous demande de réaliser d'abord une analyse de risque. Ça tombe bien, on vient de la faire. Donc on a d'une pierre, on a déjà deux coups. Deux pierres, trois coups. Pourquoi? Parce qu'on va se recouper aussi avec le RGPD. Et si les risques sont trop élevés, l'autorité nous dit, et donc le RGPD nous dit, vous devez faire des analyses d'impact sur la protection des données, donc ce qu'on appelle les AIPD ou les DPIA en anglais. Donc une pierre, trois coups. Et enfin, vous allez surtout, grâce à votre 27005, nourrir
votre DDA, votre déclaration d'applicabilité. À ne pas confondre avec le domaine d'application ici, qui est le périmètre en 4.3. Et donc, votre déclaration d'applicabilité, c'est là où vous allez définir quelles sont les mesures qui sont applicables pour moi et celles qui ne le sont pas. Donc, vous pouvez très simplement partir sur les 93 mesures de l'annexe A de la 27001 et qui sont déjà très bonnes. Mais vous pourriez aussi y ajouter d'autres mesures, par exemple des mesures qui sont imposées par vos parties prenantes, par vos différents passes, les plans d'assurance sécurité, ou vous avez décidé, par exemple, de suivre le cadre du NIST, NIST, dans sa version 2.0. Mais si vous restez très basique, et ce qui est conseillé au début quand on débute dans la 27001, c'est on va regarder parmi les 93 mesures de l'annexe A, celles qui sont applicables et celles qui ne le sont pas. Alors, il va y avoir des mesures qui sont applicables dans notre DDA par rapport à notre 4.1 et 4.2. Naturellement, il y a certaines des mesures qui sont applicables. Et ensuite, on va regarder aussi celles qui sont nouvellement applicables à la suite de notre PTR. Puis, on ira voir un peu plus tard, pour nourrir aussi notre DDA, notre gestion des incidents. Ça tombe bien, puisque du coup, on va déjà construire notre DDA et on va justifier de l'application de certaines mesures, soit dans notre 4.1, soit de notre 4.2, soit du résultat de notre planification et de notre fonctionnement, ou alors de notre gestion des incidents. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on sait qu'il faut mettre en place ces mesures, on va essayer de comprendre, on va essayer d'évaluer, on va essayer de surveiller et de mettre en place nos différents KPI. Et donc là, il s'agit de définir le quoi, comment et quand mesurer. Et donc, dans la santé, ce qu'on peut retrouver généralement, c'est nombre d'incidents ou tentatives de phishing détectées, un délai moyen de traitement des vulnérabilités critiques, un taux de conformité des sauvegardes ou un taux, de comptes qui ont été désactivés à la suite de départ de certains salariés, un nombre de comptes administrateurs dans le système d'information hospitalier. Enfin, bref, vous voyez. L'objectif là-dedans, c'est d'avoir un tableau de bord à suivre qui nous permet normalement de savoir quoi surveiller, comment et quand le surveiller. Et ça tombe bien, parce que quand on sait ça, et ben du coup, on va pouvoir passer au 9.2 et qui nous parlera donc de l'audit interne. Les audits internes servent entre autres à vérifier la conformité et l'efficacité du SMSI. Ils doivent être planifiés, objectivés et bien entendu documentés. Et donc là, l'objectif là-dedans, c'est de se dire, certes, j'ai mis en place des KPI, certes, j'ai mis des indicateurs de surveillance, et normalement, je pense que je suis pas si mauvais que ça dans mon SMSI. Et donc, je vais faire de l'audit interne pour regarder, observer, est-ce que les règles ont bien été respectées? Est-ce que la politique qui a été définie, elle est bien suivie? Est-ce que les process aussi, les procédures? Est-ce que les personnes qui étaient définies dans leur rôle et responsabilités sont compétentes? Tout ça, c'est de l'audit interne visant à vérifier que toute la structure est bonne. Et bien entendu, à la suite des audits internes, mais pas que, on arrive à la revue de direction. On avait identifié ce qu'il fallait surveiller dans le 9.1, on a fait cette surveillance dans le 9.2, le 9.3, c'est d'aller dire à papa, à maman, de dire, bah voilà, est-ce que on a bien réussi? Est-ce que les résultats sont bons? C'est un peu, voilà l'état actuel. Et donc, la direction, pour prouver aussi son leadership et son engagement, va, cette direction, analyser les résultats et bien entendu décider des priorités pour le cycle suivant, l'année suivante, ou réagir face à un incident, face à des nouvelles difficultés. Et donc, dans cette revue de direction, qu'on peut identifier, enfin qu'on peut appeler comme un comité de pilotage, un comité de sécurité, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en fait, tous ces différents comités, vous allez pouvoir les mettre à l'intérieur de votre revue de direction pour présenter à l'auditeur lors de l'audit justement du SMSI. Et donc, on y présente, comme je l'ai indiqué, les résultats des indicateurs, du 9.1, les indicateurs des différents audits, audits internes, mais aussi audits externalisés ou les audits des organes de surveillance. Donc, les organes de surveillance, ça pourrait être l'ANS qui pourrait venir vous auditer. Ça pourrait être l'ANSSI aussi, moins régulièrement. Ça pourrait être aussi un audit à blanc, mais ça peut être aussi de l'audit interne, voire un organe de certification pour l'amélioration continue de votre système. On va identifier aussi les incidents marquants, les ressources nécessaires, suffisantes ou nouvellement nécessaires, et pourquoi pas des opportunités d'amélioration, comment on va améliorer le système continuellement.
Une fois qu'on a ces éléments-là, on arrive sur le dernier article de la 27001 et donc l'amélioration continue. C'est évidemment le cœur du système du SMSI. Le but n'étant pas de créer quelque chose de fixe, de figé, mais bien d'améliorer continuellement le système. Vous voyez un peu avec les flèches le principe de cycle et d'amélioration continue. L'objectif, donc, c'est bien dans la santé, plus précisément, c'est de tirer les leçons des incidents ou des presque incidents, c'est-à-dire des événements qui n'auraient pas impacté le système, corriger les vulnérabilités, les failles, sans forcément blâmer, mais comprendre comment on a pu en arriver là, et bien entendu renforcer la résilience de tout l'écosystème, les soignants, les systèmes d'information, les prestataires, les patients, faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Et donc, ça, c'est ce qui est visé plutôt par l'amélioration continue. Et donc, on arrive au dernier point qui est le 10.2. C'est pas parce que, et la norme est bien précise là-dessus, c'est pas parce que ça fonctionne tous les jours, c'est pas parce que ça fonctionne comme vous l'avez identifié ou que ça semble fonctionner, que de temps en temps, il n'y a pas, on met pas un pied à terre. Il n'y a pas une non-conformité. Il n'y a pas quelque chose qui foire un petit peu. Il n'y a pas la roue tourne un peu moins vite, un peu moins bien. Il n'y a pas un petit grain de sable dans la roue. C'est un système, dans un système où il y a de l'humain, où il y a du matériel, il y a des logiciels, il y a des interactions entre différents systèmes. Forcément, il y a des choses qui vont fonctionner un peu moins bien de temps en temps. C'est pas grave. Il faut se relever. Il faut mettre un genou à terre. Ça, c'est mécanique, mais ensuite se relever et identifier comment on a pu en arriver là. Donc, faites bien attention. Dans la compréhension ici des non-conformités et actions correctives, ce n'est pas simplement et que à la suite d'un audit interne. Ça peut être, du jour au lendemain, votre RSSI est malade ou annonce sa démission ou il est en burn-out et il veut quitter l'entreprise et du jour au lendemain, il ne vient plus. Évidemment que dans le SMSI, vous avez un problème dans le 5.3, rôle et responsabilité autorité, parce qu'il vous manque la fonction de RSSI qui est où il y a quelqu'un qui doit prendre cette fonction-là. C'est pas grave. Vous faites une revue de direction exceptionnelle qu'on mettrait dans la revue de direction, une commission de sécurité, en indiquant peut-être le RSSI est malade, il viendra plus, on va réagir comment, les adjoints vont pouvoir faire ci, vont pouvoir faire ça, en attendant de recruter le nouveau RSSI. L'objectif là-dedans aussi du 10.2, c'est d'essayer de faire comprendre, c'est d'essayer d'identifier en fait ce qui ce qui n'a pas bien fonctionné, comment on pourrait l'améliorer, comprendre comment ça a pu arriver, et ensuite éviter que ça se reproduise. Avec le principe d'Ishikawa, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc si vous voulez modifier l'effet, il faut modifier la cause. Ça ne veut pas dire que ce sera mieux, ça veut dire que ce sera différent. Mais donc essayez et d'avancer petit à petit sur ce que vous êtes capable de faire et de mieux faire pour le coup. Donc là, on voit avec ces nouvelles flèches à l'intérieur qu'en fait vous avez un nouveau système à l'intérieur qui va vivre, parce que là on est beaucoup plus sur un système opérationnel. Au niveau du 4, 5, 7, on est plutôt très haut niveau stratégique. Et ça va pas beaucoup changer. Ça ne devrait pas beaucoup changer. Ça va changer quand même, mais un peu moins. En revanche, au côté opérationnel, c'est beaucoup plus sur du terrain. C'est beaucoup plus même sur du managérial, pourquoi pas un peu sur du stratégique, mais beaucoup plus terrain et de tout ce que le SMSI va vivre au quotidien. Donc j'espère en tout cas qu'avec cette présentation que c'est un peu plus clair pour vous que par rapport à la lecture de la norme. Et on va voir maintenant ce que cette 27001 va pouvoir nous aider si on vise le HDS, donc l'hébergement de données de santé, et bientôt la loi NIS 2 qui devrait arriver dans les quelques semaines et quelques mois, mais dont on connaît déjà pas mal de choses, et surtout on pourra regarder avec nos voisins à l'étranger ce qu'ils ont déjà mis en place. Donc évidemment, la 27001 HDS et NIS 2 suivent le même réflexe finalement. Et comme la santé, c'est l'un des secteurs les plus réglementés. On a évidemment le HDS, on a le RGPD, donc la prise en compte des données à caractère personnel, et NIS 2, on a beaucoup d'exigences qui se multiplient. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, parce que si vous êtes déjà sur la 27001, vous bâtissez déjà 80% du socle. Et il n'y a plus qu'un effort de 20% pour correspondre aux autres exigences, aux autres normes, aux autres directives, aux autres règlements. La directive, pour l'instant, c'est plutôt NIS 2, qui va devenir une loi. Le règlement, c'est plutôt le RGPD, donc là, qui est plutôt applicable directement.
Donc la 27001, c'est plutôt le système nerveux central de la conformité dans la sécurité. Et si vous êtes déjà certifié 27001, on va le voir, c'est une des premières exigences de HDS. C'est presque une des exigences de NIS 2. Donc ce qui veut dire que vous aurez fait 80% du boulot et juste un tout petit effort supplémentaire à faire. Et donc, on va le retrouver ici puisque la 27001, on l'a vu dans mon schéma, il y a la gouvernance, les articles de 4 à 10 au sens large. Il y a de la gestion des risques, les articles 6 et 8 qu'on avait, liés avec la 27005. On a de l'amélioration continue avec l'article 10 et on a de la documentation, de la traçabilité qu'on retrouve en article 7.5 avec la documentation et de la communication. En fait, c'est tout ce que recherche aussi l'HDS et NIS 2. Donc là, on a le squelette que vous avez déjà mis en place et autour de ce squelette, j'aime bien faire des comparaisons comme ça, mais vous allez mettre les muscles, la peau, les tendons, tout ce qui va pouvoir organiser et qui va pouvoir structurer quelque chose de fort et qui va pouvoir aller loin. Et donc, on retrouve dans HDS donc l'hébergement de données de santé qui s'appuie, puisque une des premières exigences de HDS, c'est vous en êtes où dans votre conformité 27001. Et donc les exigences HDS sont découpées en 6 chapitres, et dans les 6 chapitres, on retrouve 4 des chapitres qu'on retrouve dans la 27001. Donc l'organisation, un management de la sécurité. Il faut absolument bien vérifier les contrôles d'accès, les logs, votre journalisation, être capable d'identifier ce qui a pu se produire sur votre système, gérer les incidents, c'est-à-dire les anticiper, les détecter, préparer à la gestion des incidents, et surtout à la continuité d'activité pendant les incidents. Donc on pourrait imaginer qu'un hébergeur hospitalier, déjà certifié 27001, n'a qu'à compléter quelques exigences, bon, il y en a quand même quelques-unes, hein, mais quelques exigences supplémentaires pour arriver directement sur HDS. Et donc, c'est pas trop compliqué quand on part de la 27001. Et de l'autre côté, NIS 2, lui ou elle, pour l'instant la directive en tout cas, impose aux acteurs essentiels de renforcer leur cybersécurité. Évidemment, dans le secteur de la santé, on va véritablement y être très exposé. Et donc, on ajoutera, en plus de la 27001, une grosse responsabilité et une bonne gouvernance de la direction générale et des dirigeants au sens large. Ça tombe bien, parce que nous, on l'a vu dans l'article 5, 5.1, 5.2 et 5.3, qu'il y ait bien un sponsor, un leadership de la part de la direction. Ensuite, gestion des risques et des incidents. On l'a vu dans l'article 6 et dans l'article 8. La continuité d'activité, on y est aussi dans quelques mesures dans le PCA et dans les mesures type organisationnel dans l'annexe A de la 27001. Et ce qu'on y ajoute dans NIS 2, c'est surtout la surveillance des prestataires. Et donc, on parle de supply chain ou toute la chaîne d'approvisionnement. Et c'est-à-dire que vous pouvez être bon, vous pouvez être exceptionnel, mais si autour de vous, vous travaillez avec des gens qui ne sont pas très bons au niveau de la sécurité de l'information, là, du coup, c'est difficile et vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même s'il y a un de vos fournisseurs qui tombe et que par un effet domino, vous tombez aussi. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir bien identifié tous ces éléments-là. Et si vous partez de la 27001, encore une fois, pour NIS 2, même si la loi n'est pas encore applicable parce qu'elle n'a pas encore été définie et tous les articles n'ont pas encore été discutés, mais si on regarde du côté de nos voisins européens, eux considèrent que si vous êtes déjà conforme 27001, globalement, vous êtes conforme à la loi, par exemple en Belgique c'est le cas, à la loi belge. Alors bien sûr il faudra passer des audits, mais vous êtes parfait là-dessus. Ou alors vous décidez d'être sur une implémentation qui se rapproche beaucoup plus du NIST, donc NIST 2.0, avec le Siphon, donc les cyber fondamentales du côté Belgique encore. Mais ça va arriver en France et vous allez pouvoir y ajouter tous les éléments supplémentaires de votre 27001 pour vous basculer directement à la 27002. Donc on voit un petit peu un rapport ici, ce petit tableau que j'ai voulu mettre entre la gouvernance, oui on le retrouve dans 27001, dans HDS et NIS 2, on retrouve de la gestion des risques, de la continuité d'activité, du contrôle des prestataires évidemment, et un HDS qui est forcément plus orienté sur la santé au sens large. Mais en fait, vous allez retrouver NIS 2 dans le secteur de la santé, vous êtes sur les secteurs hautement critiques, donc la loi deviendra applicable puisque vous serez
parmi les entités critiques ou essentielles, tout dépend de la taille de votre système, mais où vous allez devoir vous imposer euh, légalement, en tout cas, un certain nombre de mesures. Et donc là, l'objectif, si on devait résumer là-dessus, que ce soit la 27001, HDS ou NIS2, en priorité, maîtrisez vos risques, documentez les processus, montrez et prouvez votre engagement, et du coup, vous allez créer naturellement un alignement avec la 27001, avec HDS et avec NIS2. Donc certes, le lancement, il est difficile, il est lourd, surtout si vous n'êtes pas accompagné, parce que on pourrait se dire, je sais pas par où commencer, j'ai une feuille blanche. Mais avec la structuration que je vous ai montrée, vous allez pouvoir partir en tout cas sur ces éléments-là. Et si c'est pas suffisant, nous, on propose bien sûr une petite formation là-dessus sur comment implémenter la 27001. Et l'objectif, c'est, alors bien sûr là je vous l'ai présenté en 1 heure et encore en prenant des raccourcis, mais on va vous expliquer dans cette formation-là comment déployer un SMSI conforme et efficace, comment aligner dès le début votre approche avec HDS si vous souhaitez viser HDS, ou NIS2 si vous n'avez pas le choix. Et en plus, vous allez pouvoir obtenir une certification reconnue internationalement, donc une certification avec notre partenaire PECB, puisque nous sommes un organisme de formation qui est certifié Calliope et qui peut vous former justement à la norme et avec toutes les bonnes règles d'un OF. Et donc, vous allez pouvoir comprendre comment implémenter, par quoi commencer, et véritablement avec une approche qui est très opérationnelle. On n'est pas sur absolument expliquer tous les articles, c'est plutôt quoi faire, le comment faire avec qui, et pas à pas, on le fait ensemble pour à la fin que vous soyez totalement indépendant. 2 possibilités là-dessus. Soit vous venez directement chez nous, ou on le fait en visio, il n'y a aucun problème. 5 jours intensifs où là vous allez maîtriser la norme et vous allez savoir comment le mettre en œuvre. Ou alors vous avez la possibilité aussi, j'ai tourné des vidéos là-dessus, où vous avez à peu près 70 heures de vidéos, des quiz, des études de cas spécifiquement sur sur des thèmes, et en mode e-learning où vous allez pouvoir avancer à votre rythme, et vous avez accès à ces vidéos-là pendant 1 an, et vous avez aussi la possibilité que ça soit euh, en 5 jours intensifs avec moi en direct ou en e-learning, vous avez la possibilité de passer votre examen pour que vous obteniez une certification 27001 Lead Implémenteur. Et donc, vous avez la possibilité, pour tous ceux qui seront inscrits au webinaire, je vous enverrai le programme complet et le lien vers notre formation. Et sinon, vous avez même ma ligne directe, le 07 49 09 84 13, où vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler ou par message ou par WhatsApp. Par WhatsApp, c'est juste pour les premiers contacts, évidemment, dès qu'on va discuter peut-être cybersécurité et autres, on partira sur un canal beaucoup plus sécurisé. Mais c'est plutôt plus simple d'être contacté comme ça. Et donc, une petite phrase de conclusion, que protéger les données, c'est évidemment prolonger le soin.